Donc, bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Annie Dubeau. Je suis la doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation. Je suis ravie de vous accueillir à cette soirée des prix d'excellence en enseignement, en collaboration avec mes collègues des arts, de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences, de même que des services à la communauté diplômée de l'UQAM. Cet événement met en lumière des pratiques enseignantes inspirantes, qui sont portées par des lauréates tout aussi inspirantes. Il ouvre un espace de réflexion sur le rôle essentiel que jouent les pratiques enseignantes sur le parcours scolaire des élèves et sur le rôle essentiel qui joue la recherche. À la Faculté des sciences de l'éducation, on s'intéresse entre autres aux conditions qui favorisent l'apprentissage. Comment soutenir l'engagement? Comment nourrir le plaisir d'apprendre? Comment accompagner des besoins d'apprentissage diversifiés? En lien étroit avec le terrain, la recherche contribue à former un personnel enseignant capable d'adapter ses pratiques, d'innover, de répondre aux besoins réels des apprenantes et des apprenants, peu importe leur âge. Je tiens à reconnaître le travail remarquable de notre lauréate, Valérie Bélanger, qui est enseignante en français au secondaire, que j'invite à se lever quelques instants. Je cède maintenant la parole à mon collègue Normand Séguin. Parfait, je viens de me sauver une ligne. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, effectivement, en sciences, notre vision de l'apprentissage est teintée par la volonté d'explorer, d'expérimenter et surtout de valider scientifiquement ce qui nous entoure. Ainsi, on développe de nouvelles connaissances qui prennent forme et deviennent une véritable expérience d'apprentissage. Les approches pédagogiques que l'on contribue à développer rendent les savoirs plus accessibles, ce qui est une grande mission de l'UQAM, concret et engageant. Je souligne le travail de notre récipiendaire, Maude Deschênes. Donc, enseignante en éducation physique et à la santé au secondaire, je t'invite à te lever pour que les gens te voient. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Joanne Lalonde, je suis la doyenne de la Faculté des arts. C'est un honneur pour moi d'être si bien entourée ce soir. Dans les 7 domaines d'art de la faculté, la recherche prend souvent la forme d'une exploration sensible, créative et ancrée dans l'expérience. Elle ouvre des espaces pour ressentir, pour s'exprimer et imaginer autrement. Elle contribue aussi au développement d'une pensée critique et d'une compréhension du monde par la création. Ces approches rendent l'apprentissage vibrant, vivant, significatif et profondément humain. Je souhaite également mettre en lumière le travail de notre récipiendaire de la Faculté des arts, Julie Talbot, enseignante en arts et multimédia au secondaire. Chère Julie, je vous invite à vous lever quelques instants. Ce que nous verrons ce soir à travers 2 panels, ce sont des exemples concrets de cette diversité d'approches que nous venons de présenter, ancrées à la fois dans la pratique et dans la recherche. Alors, voici d'abord votre panel de professeurs ce soir qui animera le débat et qui sera suivi du panel des récipiendaires. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Ophélie Tremblay, qui est professeure au département de didactique des langues, dont les travaux contribuent à enrichir les pratiques d'enseignement et à soutenir le plaisir d'apprendre, notamment en lecture et en écriture. Ophélie, je t'invite à prendre place. Et maintenant, j'invite notre collègue Claudia Verret, professeure au département des sciences de l'activité physique, dont les recherches contribuent à favoriser les expériences d'apprentissage positives, inclusives et adaptées aux réalités des élèves. Chère Claudia, viens nous rejoindre. Enfin, pour la Faculté des arts, j'ai le grand plaisir de vous présenter ma collègue Laurence Sylvestre, professeure et directrice des programmes de cycle supérieur en enseignement des arts. Laurence, je t'invite à te joindre à nous à l'avant. Et pendant que tu arrives, je ne peux m'empêcher de souligner que Laurence a récemment reçu un très beau prix, celui de l'Association québécoise des enseignants et enseignantes spécialistes en arts plastiques. Et si je ne me trompe pas, nous avons le président ce soir, M. Marc Laforêt, qui est là avec nous. C'est une distinction qui témoigne d'une importante contribution à l'enseignement des arts visuels
et médiatique. En sélectionnant Laurence, l'association a choisi de mettre en valeur un parcours engagé et diversifié, ainsi que des recherches innovantes sur les pratiques enseignantes et l'exposition en milieu scolaire. Maintenant, j'invite Isabelle Gauvin, vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences de l'éducation, à enrichir les échanges de notre panel. Donc, accueillons les panélistes et Isabelle. Bonsoir, chers membres de l'assistance. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, mesdames. Donc, nous allons passer à travers certaines questions pour mieux vous connaître et mieux connaître ce qui anime vos pratiques et ce qui vous tient à cœur dans l'enseignement, dans votre enseignement. Donc, une première question qui s'adresse à chacune d'entre vous. Le ministère de l'Éducation demande au personnel enseignant de développer 13 compétences professionnelles, dont celle de soutenir le plaisir d'apprendre. À la lumière de vos recherches et de votre expérience en formation du futur personnel enseignant, comment la recherche en éducation peut-elle concrètement aider ce plaisir d'apprendre dans les classes du primaire et du secondaire et même chez les adultes? Ophélie. Alors, je brise la glace. On va d'abord se demander qu'est-ce que c'est le plaisir. Ça a l'air très évident, mais comme chercheurs, chercheuses, on a besoin de définir nos concepts. Donc, le plaisir, c'est un état positif qui résulte de la satisfaction d'un besoin. On peut avoir plusieurs types de besoins, physiologiques, psychologiques, émotifs, sociaux, qui peuvent générer donc ce plaisir-là. Et comment la recherche en éducation peut contribuer? Bien, c'est déjà de définir un peu ce qu'on entend par cette notion-là de plaisir, puis de la mettre au cœur aussi de nos recherches, de documenter le rôle, la place, la dimension du plaisir dans nos recherches. C'est une dimension qui est très peu documentée quand on va faire des recherches dans les milieux, par exemple. On va très peu souvent considérer la variable de l'affectivité parce que l'affectivité, pendant longtemps, ça a été vu comme quelque chose de, je vais le dire, de féminin et donc de pas nécessairement objectif, sérieux et mesurable, alors que la recherche de plus en plus, même en neurosciences, fait de la place à cette dimension-là. Fait que je pense qu'on a une responsabilité, je dirais ça, dans la recherche en éducation, d'en faire vraiment un concept puis quelque chose qu'on veut aller investiguer pour ensuite contribuer. Donc, ça serait la première partie. Je vais laisser mes collègues compléter. Claudie, tu veux? Oui. Oh oui, je prends la balle. Claudia. Claudia, excuse-moi. Oui, c'est correct. Je ferai la suite de toi. Après avoir défini les concepts, il faut aussi choisir le modèle conceptuel ou le modèle théorique que l'on va appliquer pour analyser les données que l'on va aller collecter chez nos participants, qui pourraient être des élèves, qui pourraient être des enseignants. Donc, il y a des angles que l'on peut prendre sur les attitudes ou les croyances des personnes enseignantes. Il y a des angles que l'on peut prendre sur les activités d'enseignement et d'apprentissage. De mon côté, j'aime beaucoup y aller dans l'action. Je suis une enseignante en éducation physique de formation. Donc, je vous donne un exemple, la théorie de l'intérêt en situation, qui nous permet d'avoir des leviers de modulation de certaines composantes de nos activités d'apprentissage qui viennent rejoindre les dimensions conceptuelles d'Ophélie sur le plaisir, la nouveauté, la curiosité suscitée, puis l'intérêt en général. Donc, en mobilisant des cadres comme ça, de leviers d'action, ça me permet d'une part de transférer ces savoirs-là qui sont un petit peu conceptuels, un peu dans les nuages, dans des actions directes à mettre en place qu'on peut mettre dans les notions de nos contenus de cours ou en accompagnement professionnel de nos enseignants. Un exemple concret pour que vous compreniez bien la situation. Dans un projet de recherche qu'on a fait dans une communauté d'apprentissage avec des enseignants d'éducation physique au secondaire, un des enseignants vivait un obstacle à l'apprentissage chez ses élèves quand il allait en piscine. Je ne sais pas si vous avez une piscine, Maude, mais c'est un gros obstacle à l'apprentissage en éducation physique. Et on a travaillé avec lui, avec les leviers de l'intérêt en situation, à rendre une situation d'enseignement et d'apprentissage en éducation physique de piscine dans un mode
humoriste. Donc, au lieu de faire des longueurs et d'apprendre les techniques de nage, bien, lui, il a conçu une situation d'apprentissage autour de la nage synchronisée en équipe, avec des défis, avec des actions à faire en eau profonde, en eau peu profonde. Puis là, ça l'a transformé ces cours-là où personne ne voulait aller en activités que finalement les élèves se sont costumés, ont choisi de la musique, puis devaient s'évaluer avec des emojis à la fin. Donc, vous voyez que ça peut vraiment transformer directement les pratiques des enseignants quand on a des cadres qui résonnent dans leurs actions. Et le plaisir en art plastique? Oui, le plaisir en enseignement des arts visuels et plastiques. Oui. C'est les Ça deux. trahit ma âge. C'est les deux. Alors, moi, je dirais que c'est en diffusant dans la formation des résultats de recherche appliquée, puisqu'on fait beaucoup de recherches sur le terrain, en collaboration avec des personnes enseignantes spécialistes, peut s'ajouter à ça d'autres enseignants de diverses disciplines et aussi d'autres personnes intervenantes du milieu, mais on va sur le terrain pour faire nos recherches. Par exemple, en art visuel, on a des recherches qui ont traité de sujets comme la culture des jeunes, des sujets plus d'enjeux sociétaux comme l'environnement, les technologies. Nous avons des recherches récentes à ce sujet-là et elles ont été réalisées dans un cadre scolaire auprès de groupes primaires et secondaires. Je nomme ces recherches parce que je crois qu'elles participent à soutenir l'intérêt des élèves dans le contexte d'apprentissage et d'enseignement. Et ce sont des recherches liées à des sujets de la vie actuelle qui permettent d'être à jour là, en regard des intérêts des élèves. Alors, je crois exactement, en travaillant avec l'intérêt des élèves, bien, on aide à soutenir le plaisir d'apprendre. Seulement une belle discipline transversale aussi. Ophélie, quand on parle de plaisir d'apprendre, je vous en ai glissé quelques mots de quoi on parle réellement, mais concrètement, que signifie ce plaisir lorsqu'il s'agit d'apprendre à lire et à écrire et que nous apprennent les recherches en didactique des langues à ce sujet? Est-ce que ces recherches peuvent être appliquées à d'autres matières? Oui, je vais essayer de répondre à la première partie. On verra après avec mes collègues s'il y a des transferts possibles. Donc, moi, je m'intéresse à une démarche d'enseignement de l'écriture qui s'appelle les cercles d'auteurs. C'est une démarche collaborative qui mise sur le plaisir de lire et d'écrire et de communiquer oralement. Puis, à travers ces recherches-là, bien, on voit que des dispositifs qui misent sur en fait 3 types de plaisir. Puis ça a été documenté par les recherches aussi en lecture. Les chercheurs inspirés des travaux de Dewey, tu sais, le fameux système de classement à la bibliothèque, là, mais lui, il a réfléchi à cette question-là du plaisir dans les années. J'ai trouvé un document à la bibliothèque là, d'origine où il y a comme 2 types de plaisir. Bref, les chercheurs sur l'enseignement de la lecture se sont inspirés de son travail pour dégager, si on veut, 3 grands types. Là. Un plaisir cognitif, un plaisir affectif, puis un plaisir social, puis qu'on peut appliquer à l'enseignement de la lecture, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, un plaisir cognitif, bien, ça pourrait être d'apprécier un procédé d'auteur. Par exemple, j'ai apporté un exemple. J'aime beaucoup la littérature jeunesse et les arts. Donc, ça s'appelle Instant de couleur. Puis, je l'ai apporté aussi parce qu'Isabelle, ma collègue, travaille en grammaire. Puis cet album-là est super intéressant parce qu'on suit les saisons au Québec avec des groupes nominaux qui nous décrivent les réalités. Un groupe nominal, c'est un déterminant, un nom puis un adjectif. Fait qu'ici, ton histoire de canot volant. Donc, pour les référents culturels, c'est très intéressant. Fait que moi, j'ai un plaisir cognitif quand je lis cet album-là parce que l'art de l'auteur me parle. Elle a utilisé ce procédé-là d'écriture, Notre cueillette sur l'île. J'ai un plaisir affectif parce que j'adore le Québec, j'adore l'île d'Orléans. Fait que quand on me parle de cueillir des fraises sur l'île, ça résonne pour moi avec des souvenirs d'enfance, avec la beauté. Il y a un plaisir esthétique aussi, lié aux couleurs, à l'art. Bref, il y a comme plein de dimensions liées à l'aspect, disons, esthétique, au format du livre, à la typographie. Donc ça peut être un plaisir qui combine le côté cognitif et affectif. Donc, avoir des connaissances sur un objet d'enseignement, que ce soit la lecture, l'écriture ou autre, ça nous aide à mieux l'apprécier. Le plaisir social, bien, c'est de parler de nos lectures puis de ce qu'on écrit. Donc, dans les cercles d'auteurs, on le vit beaucoup parce que les élèves se lisent les textes qu'ils ont écrits. On leur offre aussi, aux enseignantes qui ont participé à notre projet de recherche, des cahiers
comme ça, donc mon cahier d'auteur, dans lequel elles vont écrire quand on leur fait faire des jeux d'écriture. Il y a un plaisir aussi physique de tenir un bel objet, d'avoir un objet à soi pour cultiver ce plaisir-là. Puis le côté social, bien, ça se passe beaucoup dans les interactions qu'on peut avoir à propos des livres qu'on lit, des productions artistiques qu'on va créer ou des textes qu'on va se lire, qu'on va s'entraider à réviser. Donc, la dimension sociale est très importante. Puis ça a été documenté dans les recherches comme une composante motivationnelle très importante. Puis ça, je pense que ça peut être transféré dans d'autres études aussi. Ces 3 types de plaisirs qu'on peut chercher à viser quand on met en place des dispositifs d'enseignement ou d'apprentissage pour nourrir différents types de besoins aussi, parce qu'au fond, c'est ça, le besoin d'être avec d'autres, le besoin de vivre des émotions, le besoin du jeu, vous avez parlé de ça, qu'on ait du choix aussi dans le type de texte ou de livre qu'on écrit. Donc, je pourrais vous parler pendant des heures. Fait que là, je pense que j'ai écoulé mon temps. Oui, tout à fait. Mais je retiens de ton intervention, là, tu vas être découragée parce que je retiens un mot de ton intervention. Oui? Groupe nominal? C'est pas juste un déterminant, un nom, un adjectif, Ophélie. Non, je sais, mais dans ce livre-là, c'était pas mal ça. Donc, non, motivation, en fait. Plaisir, rime, pas vraiment, mais avec motivation. Donc, plaisir et motivation. Claudia. Oui. Donc, entre le plaisir d'apprendre et l'anxiété de performance, et j'imagine de l'anxiété de performance en éducation physique et sportive, il doit y en avoir. Les cours d'éducation physique et à la santé peuvent être vécus très différemment selon les élèves. Quel rôle la recherche peut-elle jouer pour que ces expériences deviennent positives et inclusives pour l'ensemble de la classe? C'est vrai que comme chercheur en éducation physique, je fais face un peu à un dilemme, c'est-à-dire que c'est une discipline privilégiée parce qu'elle suscite de l'intérêt chez beaucoup d'élèves pendant longtemps. Donc, on a cette gang-là que peu importe ce qu'on leur présente, ça va être toujours le meilleur cours et on sera toujours le meilleur prof au monde. Et je suis d'accord avec eux, évidemment. Par contre, moi, ma recherche s'intéresse beaucoup plus à ceux qui ont des émotions désagréables en éducation physique. Notamment les élèves qui ne correspondent pas au moule, qui n'aiment pas la compétition, qui préféreraient avoir un aspect social prioritaire que l'aspect compétitif ou de performance. Et je pense que la recherche est importante autant pour ceux qui sont motivés à le garder, à le laisser et à poursuivre, qu'à ceux qui ne le sont pas, pour lever des drapeaux. Et là, on peut lever des drapeaux, évidemment, quand on commence à fouiller autour de cette question-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui partent des choix didactiques ou des choix d'organisation de la personne enseignante. Je vous donne l'exemple peut-être le plus frappant, les fameux capitaines en éducation physique. C'est une pratique qui est encore en cours et les gens le font par habitude parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand on lève le drapeau de dire, bien, peut-être que la personne qui se fait choisir dernier depuis sa maternelle, quand elle est rendue en secondaire 5, l'éducation physique, elle n'aura pas vraiment envie d'en poursuivre dans sa vie. Donc, ça paraît simple des fois, mais la recherche permet de lever ces drapeaux-là, de les mettre de l'avant, d'amplifier la voix des élèves qui ne la prendraient pas autrement et de réfléchir avec et pour les enseignants et avec les élèves aussi à changer ces situations-là. Donc, de changer leur regard ou de leur faire prendre conscience d'éléments qui, depuis toujours, n'est pas nécessairement perçu comme négatif, de dire, bien, peut-être qu'il y aurait des choses à lesquelles on pourrait réfléchir, on pourrait transformer nos pratiques. Et dans l'idée d'offrir une variété de choix pour aller chercher l'aspect social qui est fortement au cœur des apprentissages de l'éducation physique et de réfléchir à la place de la performance versus l'apprentissage en éducation physique. Donc, quand on se sent compétent, c'est parce qu'on sait qu'on a appris, puis on a du plaisir à se sentir compétent, puis c'est pas obligé de faire 10 paniers de basket pour faire ça. Donc, on est là. Dans ma recherche, c'est très pragmatique, mais ça permet d'ouvrir des portes, puis de finalement arrimer le but de l'éducation physique qui est d'adopter un mode de vie sain actif tout au long de sa vie parce qu'il va aimer faire les activités, il va se sentir compétent. Moi aussi, je pourrais partir longtemps. Oui, puis moi, je pourrais partir parce que cette question-là me parle beaucoup. J'ai toujours été sportive, très jeune et même encore aujourd'hui. Et ma
première situation d'anxiété de performance, et peut-être même ma seule, je l'ai vécue dans un cours d'éducation physique. Un élément Deuxième année. important, oui, je te comprends. Les apprentissages en éducation physique, ils sont publics et les situations d'évaluation, elles sont en direct. Donc, ça contribue fortement au fait de dire « je dois être bon maintenant ici Ouais. » et les autres me regardent. Donc, si j'échappe un ballon, tout le monde sait que je l'ai échappé le ballon. Donc, on ne peut pas toujours avoir des évaluations en différé, on ne peut pas toujours avoir des évaluations filmées, mais il faut créer le climat dans lequel la personne qui échappe le ballon va se sentir aussi compétente que les autres. Bon, pour la petite histoire, l'épreuve d'évaluation, c'est qu'il fallait se coucher et se mettre molle. J'étais incapable de me mettre molle. Laurence, donc, comment peut-on soutenir le plaisir d'apprendre chez les élèves en enseignement des arts plastiques? Là, c'est écrit en plastique, c'est pas moi qui l'ai indiqué. Dans l'enseignement des arts, avez-vous des exemples d'initiatives issues de la recherche ou des pratiques sur le terrain qui montrent comment se manifeste le plaisir d'apprendre en classe d'art, tant au primaire qu'au secondaire? Puis j'imagine que c'est une autre discipline aussi où il peut y avoir une anxiété de performance. Oui, mais c'est adouci, je dirais, par le processus de création. Donc, je vais répondre plus à la première question, puis après, je vais aller vers la deuxième. En enseignement des arts, oui, plastique, mais ça comporte aussi les autres arts. On a plusieurs éléments qui intègrent les dimensions de la compétence soutenir le plaisir d'apprendre. Tout d'abord, on valorise des situations d'enseignement-apprentissage ouvertes qui demandent à l'élève de s'impliquer activement dans une démarche de création. Donc, ça, c'est particulier. Cette démarche ou processus interactif se subdivise en 3 temps. Dans un premier temps, l'élève est appelé à développer son idée, à chercher des solutions pour développer son idée à nouveau, faire des croquis, chercher pour arriver par la suite à mettre en réalisation son projet. Il réalise son projet, toujours en essai-erreur, en exploration de plusieurs techniques, procédés, etc. Et pour ensuite passer à la réalisation du projet. Lorsqu'il est terminé, il passe à la dernière étape qui est celle de diffuser, de partager avec d'autres son projet, soit sous forme d'exposé ou d'exposition, etc. Donc, ce processus-là se présente sous la forme aussi de projets individuels, de projets collectifs. Les élèves peuvent travailler en duo, en trio, en grand groupe et ils peuvent réaliser des projets court, moyen ou à long terme. Donc, ce sont des éléments diversifiés dans l'enseignement qui permettent à l'élève d'être motivé dans ses apprentissages. Le projet d'art fait aussi appel à la réflexion, l'intuition, la sensibilité, l'unicité. Donc, il place l'élève nécessairement au cœur de l'action. Et quand on parlait, quand vous avez relevé l'effet de performance, mais nous, on n'attend pas une réponse précise. Donc, si l'élève comprend bien le processus dans lequel il est placé, ça l'adoucit l'effet de performance, bien que les arts, comme toutes les autres matières, sont évalués. L'effet de performance joue là, sur les résultats par la suite. Ça, c'est tout le temps une grande question, je crois, particulièrement au secondaire. Bien, les élèves voudraient prendre une ligne droite pour arriver directement à ce qu'on veut, mais ce n'est pas ce qu'on demande. On demande un processus ouvert. Bon. Alors, cette façon de faire répond à soutenir le plaisir d'apprendre par l'utilisation de stratégies qui valorisent l'autonomie et qui favorisent la participation, le travail collaboratif, la coopération, les échanges et l'entraide. Puis il y a aussi la diffusion des travaux en arts plastiques qui permet de développer le sentiment d'appartenance à l'école. Donc, ceci pour comment on soutient le plaisir d'apprendre, c'est par des faits concrets. Et pour la deuxième question qui touche des expériences concrètes, alors j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement d'un projet que je vais résumer brièvement, sur lequel je travaille en collaboration avec ma collègue Maryse Gagné en art visuel. Il s'agit du projet intitulé « Un livre à la fois ». Ce projet a été initié par Geneviève Lafrance, qui est professeure au département d'études littéraires, et nous y collaborons depuis quelques années. Donc, c'est un projet interdisciplinaire, collaboratif,
Il rassemble des élèves d'une école primaire et des personnes étudiantes de la Faculté des arts autour d'un même objectif, collaborer à la création de livres illustrés. Donc, le projet se subdivise en 4 étapes. Dans un premier temps, des histoires sont lues en classe par des personnes étudiantes en littérature. Par la suite, une histoire par classe est composée par les élèves, puis illustrée sous la coordination des personnes étudiantes en arts visuels. Ensuite, chaque histoire fait l'objet d'un livre illustré sous la coordination des personnes en design graphique. Donc, à la fin, le lancement des livres a lieu à la bibliothèque du quartier. Donc, c'est un projet d'envergure qui soutient vraiment le plaisir d'apprendre. Ce projet est le fruit d'efforts communs entre plusieurs personnes, enseignants, enseignantes du milieu scolaire, chercheurs universitaires, personnes étudiantes en formation, élèves du primaire et même du secondaire, car dans ce projet, les élèves ayant participé à la création des livres au primaire ont demandé, rendus au secondaire, de participer au projet en revenant dans leur école primaire pour faire la lecture des livres aux jeunes. Donc, on peut voir la motivation dans cette action-là. Soutenir le plaisir d'apprendre, comme favoriser le travail collaboratif, les échanges disciplinaires entre plusieurs acteurs et amener les élèves à développer un sentiment d'appartenance à leur école en les impliquant dans un projet collectif. Voilà le résultat là, de ce projet. Merci beaucoup. Encore une fois, multidisciplinaire. Puis on voit que l'art, la lecture, l'écriture se parlent mutuellement. Rapidement, pour la dernière question, un peu plus légère cette fois-ci, la question, si vous aviez un seul message à transmettre aux étudiantes et aux étudiants en formation à l'enseignement ou aux personnes enseignantes pour soutenir le plaisir d'apprendre chez les élèves, que serait-il? Cultivez votre propre plaisir d'apprendre, mais surtout en lecture-écriture, votre propre plaisir de lire et d'écrire. Faites le choix d'y consacrer du temps. Puis je le dis pour tous les gens ici, parce que c'est un grand bonheur, la lecture. Et on l'oublie souvent parce qu'on est sur notre téléphone et on perd un temps fou sur des niaiseries. Alors qu'un bon livre, ça nous rend plus intelligents, plus humains. Ça crée de la beauté, puis je pense qu'on en a besoin. Donc, mettez-le à l'horaire, puis choisissez de vous faire du bien, puis de ressentir du plaisir à travers ce cadeau de la littérature. Puis, même chose pour l'écriture, achetez-vous un beau carnet, un beau crayon. Voilà. Merci. Moi, mon conseil serait écoutez vos élèves. Ce qui vous fait plaisir à vous, votre zone de compétence à vous, vos choix didactiques à vous ne sont pas nécessairement ceux de vos élèves. Et ça vaut la peine de faire des petits questionnaires au début de l'année, des petits sondages pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils pourraient même vous surprendre dans leurs propositions. C'est bien. Alors, moi, j'ai choisi de parler en art plastique. La formation à l'enseignement comporte des cours de création et des cours liés à la pédagogie. Donc, nos futurs enseignants sont comme entre deux poids sur la balance, là, je dirais. Ils sont passionnés par l'art, par leur discipline et ils doivent l'être aussi par la pédagogie. Et donc, mon message est celui-ci, toujours chercher à établir un équilibre entre l'intérêt pour la création et l'enseignement, en gardant en tête la relation pédagogique qui est essentielle pour l'apprentissage et soutenir le plaisir d'apprendre. Ainsi, il s'agit aussi de soutenir le plaisir d'enseigner en unifiant ces deux composantes. Merci. Si vous pensiez qu'enseigner était facile. Donc, on voit toute la complexité des gestes professionnels qu'il faut poser. Je vais maintenant... Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Mélissa Veilleux, directrice des services à la communauté des diplômés de l'UQAM. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci pour votre générosité de partage ce soir et particulièrement merci de mettre au cœur de votre réflexion, de vos recherches, comment soutenir le plaisir de l'apprentissage. Je suis certaine que vos conseils et vos réflexions trouveront écho dans la salle ou à la maison. Du moins, pour ma part, j'ai pris quelques notes, notamment ajouter à l'horaire de lire des livres. On dirait qu'on manque souvent de temps pour ça, effectivement. Il y a toujours un téléphone qui traîne pas loin. Bon conseil. Donc, merci.
de votre générosité. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Comme Isabelle l'a mentionné, Mélissa Veilleux, je suis directrice des services à la communauté diplômée ici à l'UQAM. Donc, ça me fait plaisir encore cette année d'être avec vous pour souligner en fait l'excellence en enseignement et d'être témoin aussi de toutes ces pratiques innovantes-là qu'on peut amener en enseignement. Je ne suis pas moi-même enseignante, malheureusement, mais ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le milieu universitaire. Et pour moi, c'est vraiment important là, de voir et d'assister à ce genre d'éléments-là. D'ailleurs, j'ai accompagné des étudiants dans leur cheminement académique au cours de ma carrière et je trouvais ça intéressant d'entendre aussi les trucs qu'on peut apporter dans l'apprentissage parce que pour moi, j'ai une conviction très, très importante, c'est le plaisir, justement. Donc oui, l'apprentissage, c'est important, mais il faut s'amuser, il faut avoir du plaisir dans tout ça. Donc souvent, quand je rencontrais des étudiants, je m'assurais qu'il y ait ces éléments-là de plaisir. Et le truc du cahier, je l'ai aussi déjà mentionné à certains étudiants qui cherchaient un peu une source de motivation qui a été un mot-clé aussi dans le premier panel. Donc, bref, merci. Donc, pourquoi maintenant les services à la communauté diplômée, on est présent ce soir et que l'on soutient l'événement? C'est en fait que, pour nous, bien évidemment, les études ne s'arrêtent pas après la diplomation. Donc, on est présent pour soutenir les parcours, pour assister aux trajectoires professionnelles et de, bien évidemment, souligner les réussites et favoriser le partage d'expertise comme ce soir. Donc, l'événement de ce soir correspond tout à fait à notre mission et ça me fait vraiment plaisir là, d'être ici avec vous. Donc, justement, on va poursuivre la deuxième partie de la soirée avec justement nos récipiendaires de la soirée pour les prix d'excellence. Donc, d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre parcours et les belles approches pédagogiques que vous pouvez apporter dans vos classes. Je vous invite tranquillement à venir vous installer à l'avant. Donc, nous pouvons applaudir les récipiendaires des prix d'excellence. Alors, je vais les renommer rapidement, même si vous les avez vus au début. Donc, Valérie Bélanger, Maude Deschênes et Julie Talbot. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Isabelle, je vous réinvite à l'avant-scène, s'il vous plaît, pour poursuivre l'animation de notre deuxième partie de soirée. Et je vous invite avant tout à visualiser la capsule vidéo du résumé de leur parcours. Donc, merci beaucoup et bonne écoute. Je crois que ma pratique est innovatrice par mon approche par rapport à la grammaire. Tu sais, souvent, on voit la grammaire comme une espèce de monstre aux mille et une tentacules, insaisissable, compliqué. Pour moi, c'est tellement pas ça. C'est tellement systématique, régulier. Il n'y en a pas tant que ça des exceptions. Je m'intéresse beaucoup à la pédagogie sensible, donc à la relation que je crée avec mes élèves, à cet espace de laboratoire artistique axé sur les émotions, l'introspection. J'avais envie d'offrir un support pour favoriser le mieux-être dans ma classe. J'utilise la pédagogie par problème. Je pense que tout ça, ça les amène à être motivés davantage dans leur parcours scolaire, à avoir du plaisir, à apprendre. De façon générale, ça donne des enfants qui sont plus souriants, je trouve, qui échangent facilement entre eux puis avec moi. Puis tout ça, c'est riche pour tout le monde. Merci. Donc, chaque lauréat a une capsule vidéo qu'on vous invite évidemment à consulter. C'est très inspirant de regarder nos trois lauréates en action, en fait, avec leurs élèves. Donc, une invitation que je vous lance. Donc, c'est beau de vous voir, vraiment, c'est inspirant. On a remarqué dans les vidéos l'ambiance accueillante, stimulante que vous avez su instaurer dans vos classes. On a parfois l'impression que la recherche et la pratique enseignante évoluent dans des univers séparés. Pourtant, votre travail, que l'on va découvrir un peu plus dans les prochaines minutes, montre bien comment elles peuvent se nourrir mutuellement et contribuer à un environnement qui soutient le plaisir d'apprendre. Donc, bravo pour vos initiatives tout à fait inspirantes. Donc, j'ai une première question à vous poser à toutes les trois. Donc, selon votre expérience, qu'est-ce qui nourrit le plus le plaisir d'apprendre chez vos élèves en 2026? Valérie, oui. OK.
Moi, je pense que le plaisir à apprendre passe par faire des activités très, très concrètes avec les élèves dans des situations plus authentiques. Justement, comme moi, je parle beaucoup de se distancer là, des cahiers d'exercices parce qu'on sort vraiment du contexte quand on fait un cahier d'exercice selon ma pratique. Puis, donc, de vraiment ancrer l'enseignement de chaque notion dans une pratique qui est plus concrète. Puis, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais je vais passer tout de suite la parole à mes collègues. Moi, je vais m'inscrire dans ce que les filles ont dit dans le premier panel. Puis, je pense aussi que Julie va peut-être être d'accord avec le peu qu'on a vu de la vidéo, parce que moi, j'allais vous dire que je pense que le plaisir d'apprendre s'inscrit dans le climat de classe qu'on crée. Qu'il y a effectivement beaucoup d'aspects qui favorisent le plaisir d'apprendre, mais je pense que celui sur lequel on a le plus de contrôle comme enseignante, c'est ça, de créer un climat de classe où la confiance est de mise entre moi et les élèves, puis entre les élèves entre eux. Ça leur permet d'être eux-mêmes, d'être ancrés dans le processus maintenant, ici. Je pense que ça leur permet d'être fragiles parfois, d'être engagés davantage. Je pense que ces enfants-là, en 2026, ont vraiment besoin de se sentir ensemble, en cohésion. Puis ça leur fait beaucoup de plaisir. Enfin, je pense que c'est ça notre rôle pour soutenir le plaisir d'apprendre. Bien, je suis vraiment d'accord avec ça. En fait, je ferais du pouce là-dessus. Les élèves ont besoin d'être vus, écoutés, entendus. Puis je pense que quand on donne cet espace-là en classe, quand on se permet ça avec eux, poser des questions justement sur ce qui les intéresse, comme donner du sens aux apprentissages aussi, comme tu disais, donc ancrer dans certaines réalités. Pourquoi on apprend ça, madame? Ben voici, tu le savais pas, mais ça peut te servir à ça. Donc ça, des fois, ça les motive à l'apprendre. Puis je pense aussi donner des choix. Donc, moi, j'aime beaucoup cette option-là. De plus en plus, peut-être que j'étais plus insécure au début de ma carrière, mais de plus en plus, je trouve que les jeunes, même si on a une intention, on sait qu'on va arriver à ce résultat, mais on peut prendre différentes avenues. Puis ça, je pense que les jeunes ont besoin de sentir qu'ils sont autonomes, qu'ils font des choix. Donc ça les motive. En tout cas, je trouve ça intéressant, Ophélie. Je n'ai pas que retenu motivation, j'ai retenu plaisir cognitif, affectif et social. Et c'est ce dont vous nous avez parlé toutes les trois, en fait. Donc, on voit le lien qu'il y a derrière vos visions du plaisir pour apprendre. Valérie, la grammaire fait souvent peur aux élèves, même à certaines personnes enseignantes. Pourtant, tu affirmes qu'elle n'est pas aussi complexe qu'on le croit. Comment ton parcours à la maîtrise en didactique de la grammaire a-t-il transformé ton regard sur cet apprentissage et ta manière de l'enseigner? Donc, moi, mon point de vue sur la grammaire, là, du fait que c'est pas si compliqué que ça part même du cégep là, quand j'étais tutrice en français. Et je me suis rendu compte, mais finalement, il n'y a pas tant de notions que ça là, à saisir, mais c'est vraiment tout dans les mécanismes là, de compréhension. Donc, c'est très procédural, finalement. Et ensuite, mon parcours à la maîtrise m'a permis de vraiment rentrer dans un contexte où je pouvais me consacrer entièrement à la recherche, puis au parcours universitaire, en fait. Et puis, ce que ça a fait, c'est que j'ai pu, pendant 2 ans, côtoyer toutes sortes de personnes en recherche, donc autant en pédagogie qu'en didactique. Et ça, c'est vraiment venu nourrir ma réflexion par rapport à la grammaire plus spécifiquement, notamment là, en me montrant qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis comment ça peut être appliqué à la grammaire. Donc, justement, là, tout ce qui est procédure, moi, je me suis intéressée plus spécifiquement aux représentations graphiques là, en grammaire. Donc, toute cette réflexion-là, je peux l'appliquer maintenant. Je fais beaucoup de justifications grammaticales avec les élèves. Donc, ça aussi, automatiquement, les élèves savent très bien justifier, très bien argumenter. Donc, je me sers justement de cette force-là qui est chez eux pour intégrer la grammaire. On en fait un petit peu chaque jour, puis eux aussi voient que finalement, c'est pas si compliqué que ça. J'aime bien argumenter.
sur la grammaire. Donc, Maude, en croisant l'éducation à la santé, les sciences de l'activité physique et les sciences biologiques, tu proposes une approche interdisciplinaire qui correspond davantage aux besoins de tes élèves. Comment la recherche t'a-t-elle guidée dans la conception de cette démarche et quelles répercussions vois-tu chez les jeunes? J'aurais aussi envie de demander, que penses-tu de l'interdisciplinarité à l'école qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, en lien avec les arts, mais aussi en lien avec l'activité sportive et à la santé, l'éducation à la santé? Ça, c'est une question difficile parce que, comme on pourrait en parler toute la vie. Fait que je vais essayer d'être succincte puis vous raconter rapidement. Je vais vous faire un petit résumé de ce dont on parle là, ici. C'est le profil santé. C'est un cours que je donne en collaboration avec une enseignante de sciences. Est-ce que je peux vous la présenter? Bien sûr. Oui. Alors, je demandais rapidement à Mme Isabelle Leduc de se lever. Voilà. Je vais en profiter tout de suite pour dire que le profil santé, ça existe depuis 2007. Quand même, ça fait presque 20 ans qu'on fait ça, elle et moi, ensemble. Ça me rend émotive. Mais je voulais profiter du fait que c'est moi qui ai le micro. Hein? Ben oui. Fait que c'est moi qui... pour la remercier, puis pour dire que cette reconnaissance-là que j'ai ce soir, je la partage avec toi. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à la première question. Donc, depuis 2007, on a créé ce programme-là, où Isabelle enseigne la partie sciences biologiques, puis moi, la partie activité physique. Puis même si on pensait que naturellement, ça se complétait très bien, dans la structure scolaire, on a toujours eu des difficultés à rester arrimés l'une à l'autre. On a cherché beaucoup, on a fait beaucoup de tentatives de plein de choses. Puis on était toujours un petit peu insatisfaites. En 2018, je deviens professeur invité ici à l'UQAM au département des sciences de l'activité physique. Et puis, je travaille sur un cours en particulier qui s'appelle « Enseigner l'éducation à la santé au secondaire » avec le professeur Teguen Gadet, qui, lui, m'initie à l'apprentissage par problème, qu'on va peaufiner ensemble dans le cadre de ce cours-là. Je vais travailler aussi beaucoup sur les portraits robots avec lui, comprendre l'impact, comment les utiliser dans le cadre de l'évaluation pour pas que ça devienne, pour pas que l'évaluation en activité physique devienne anxiogène pour les gens, pour les enfants. Travailler aussi les plans d'action pour changer, modifier les habitudes de vie pour que ce soit vraiment concret pour eux, pour les enfants. Fait qu'il y a donc plusieurs aspects que j'ai travaillé avec le professeur Gadet, puis que je suis partie avec ça dans mon coffre quand je suis revenue en 2022 à Calixa-la-Vallée. Puis j'ai proposé ça à ma partenaire de toujours. Je lui ai dit, on refait tout. Et on a tout refait. Et on a tout refait autour de l'apprentissage par problème. Alors, actuellement, notre cours est vraiment arrimé l'un à l'autre autour de problèmes. On leur pose des problèmes liés à la santé plus personnelle, plus physique, plus émotionnelle, mais aussi santé globale. Alors, on propose à nos élèves des problèmes. Puis, on leur demande de définir les pistes de savoir, de connaissances, de stratégies qu'ils ont besoin de connaître, liées à la biologie, mais liées à l'activité physique, pour pouvoir répondre à ce problème-là. Puis, en même temps, on les fait nager dans le bain un petit peu, hein, pour se questionner sur toi, tes habitudes de vie, sur toi, qu'est-ce que tu es capable de changer, sur les mécanismes, etc. Fait ils sont vraiment au cœur de cette résolution de problème-là. Puis à partir de là, moi, mon rôle, c'est de les aiguiller sur les stratégies pour aller chercher ce savoir-là. Donc, comment bien prendre des notes, comment faire sortir à travers des vidéos ou des textes les savoirs essentiels pour répondre à leurs questions. Comment se réaliser, comment passer par-dessus quand tu as des difficultés pour changer une habitude de vie. Je suis sûre qu'on a toujours, tout le monde ici essaie de changer quelque chose, c'est très exigeant de changer une routine. Fait que tout ça, mon rôle, c'est d'être facilitatrice là-dedans. Puis d'essayer aussi, des fois, de faire le pont avec des stratégies qu'ils utilisent à l'extérieur, comme en français. Quand tu écris un texte argumentatif, quelle procédure tu prends? Est-ce que tu peux t'en servir ici pour répondre à la mise en situation, puisque c'est complexe, notre affaire, là. Ça mélange plein de choses. C'est très prenant aussi émotivement. Fait que c'est ça mon rôle là-dedans. Puis maintenant, on est arrimés.
Maintenant, on arrive à donner une réponse complexe à un problème complexe. Fait que, et ces enfants-là, si je passe à la deuxième partie de la question, ces enfants-là, d'abord, maîtrisent beaucoup mieux les stratégies d'apprentissage parce qu'elles sont présentées et accompagnées de toutes sortes d'angles différents. Puis en plus, bien, je pense qu'ils maîtrisent mieux l'impact que ça a, les choix qu'on fait pour notre santé, pour nous, mais pour l'ensemble de la planète dans laquelle on vit. Je pense que c'est ça les deux avantages majeurs qu'on a dans le travail qu'on fait actuellement. Puis, ben, je ne sais pas trop comment répondre, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, c'est sûr, mais je ne sais pas comment répondre à qu'est-ce que je crois de l'interdisciplinarité. Je pense que ce serait fondamental. La structure scolaire est difficile, hein, elle est très concentrée autour des matières, mais je pense que c'est essentiel pour arriver justement dans le monde complexe dans lequel on vit actuellement. Puis, ben, pour définir l'ADN des enseignants aussi, parce que le fait de travailler dans d'autres disciplines, malgré la formation, ou avec la formation que j'ai plutôt, ben, ça fait de moi une enseignante plus complète. Je pense que c'est la même chose, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Et oui, j'avais remarqué dans la vidéo, on voit des élèves dans un gymnase avec un crayon. Oui. Donc, c'est quand même, c'est pas quelque chose qui est, je pense, si fréquent, à moins que les choses aient changé. Mais... Julie, oui. Donc, tu as choisi d'ouvrir un espace pour les émotions dans ta classe, une démarche encore peu répandue à l'école. Donc, comment cette approche issue de la pédagogie sensible influence-t-elle le bien-être des élèves et leur manière d'apprendre, et d'où est venue cette idée? Premièrement, en fait, je me suis lancée dans un projet de recherche en faisant la maîtrise en recherche et intervention en arts visuels. Mais ça, tout ça découle de mes réflexions sur le terrain. En fait, donc vraiment, ce projet-là, je l'ai refait par la suite et je le refais à chaque année différemment. Mais c'est sûr que là, tout de suite après la pandémie, ça a vraiment créé du sens. Les élèves en sont sortis aussi. Ce que j'ai reçu comme commentaire, c'était un sentiment de fierté chez les jeunes d'avoir eu le courage de partager ce type de projet-là en classe. Vraiment, c'est ça. Je ne sais pas si je m'égare un peu dans ce projet, dans mon projet, que je suis super passionnée, là, mais j'ai déposé mon mémoire avant Noël, fait que je suis encore toute dedans, là, tu sais. C'est ça. Excellent. Donc, les arts, on est loin des arts plastiques, hein? Et comment s'appelle la discipline maintenant? Comment on nomme, pour ma bonne gouverne, là? On parle de l'art, le cours, on parle de cours d'art? Mon cours, c'est art et multimédia. Okay. Mais moi, j'ai ancré ça comme un plus axé sur le cinéma. Okay. Mais je pense que ça va avec la liberté de chaque enseignant d'aller avec un volet... plus spécifique. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a la danse aussi, il y a la musique. Il y a les 4 arts. Ouais, ça dépend des écoles. Ça dépend, c'est des choix écoles aussi, là, art et multimédia. Il peut y avoir danse, art dramatique, musique. D'accord. Mm-hmm. Dernière question pour vous. Si vous aviez à changer une chose dans la façon dont si vous aviez à changer une chose dans la façon dont on pense l'apprentissage à l'école, quelle serait-elle? Je vais commencer par Maude. Je vais le dire, j'ai 2 mots, mais ils vont ensemble. Fait que je dirais mouvement et rythme. Pas parce que je suis un prof d'édu, là, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup installé les enfants dans des... ils sont assis, ils sont confinés derrière un pupitre. Ben, je pense que la recherche démontre que le cerveau fonctionne mieux, a des meilleures idées quand le corps est en mouvement. Que je parle pas ici de pause active, quoique c'est bon, là, mais je trouve que l'espace d'apprentissage, l'espace de développement est trop pris. Je félicite les enseignants qui font travailler leurs enfants sur des surfaces verticales, qui les sortent dehors. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour que... nous, on parle, on a les bras. Je pense que le corps doit être en mouvement davantage. Pour que le cerveau soit plus actif. C'est ce que je pense. Ensuite, je dirais le rythme, parce que je pense qu'on enseigne à un rythme complètement effréné, qui va beaucoup trop vite, trop chargé, trop de savoir qu'on considère essentiel, qu'on doit absolument
partager avec les élèves. Tantôt, tu disais de donner du temps pour ressentir. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui ont besoin qu'on change de rythme. Puis, il y a absolument un besoin là, pour donner de l'espace pour apprendre à cultiver la curiosité, à développer un réel travail collaboratif, à développer l'autonomie. Ça, c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent un rythme qui est ralenti, qu'on doit s'arrêter parce que ce sont aussi des savoirs tout aussi essentiels. Je dis, ce serait ça. Ça me parle beaucoup. J'ai déjà dit dans une école où j'ai travaillé qu'il y avait un problème d'espace-temps. Donc, je trouve que ça regroupe, j'aime bien le mouvement, hein, le rythme, une autre façon de dire les choses, je pense. Julie? Oui. Bien, encore une fois, pour prêcher pour ma paroisse, je pense que ça prend un espace dans les classes pour partager ses émotions. Je reviens avec, il n'y a pas de place. On est dans un curriculum qui va vite. On a de la matière à passer, des évaluations. Donc, est-ce qu'on peut prendre le temps de se repositionner, de voir comment on se sent, d'absorber ces apprentissages-là aussi, puis de dire qu'est-ce que j'en ai retenu, comment je me suis sentie. Tu sais, on les met en toutes sortes de contextes. On leur fait vivre plein d'expériences, mais on ne leur laisse pas ce temps-là pour absorber, pour en parler. Donc, il n'y a personne qui a le temps dans leur cours là, de dire « OK, bien moi, j'ai une période, je vais les laisser jaser entre eux de ça. » Tu sais, non, tout le monde a comme tire sur son bout. Là, on ne peut pas. Fait qu'il faudrait trouver cet espace-là dans l'école pour partager les émotions davantage. Un espace physique, mais un espace aussi plus symbolique. Valérie? Je ne peux qu'être d'accord avec ce que mes collègues viennent de dire. Puis concrètement, ben moi je pense que qu'est-ce qui devrait changer, c'est vraiment l'évaluation. C'est le fait qu'on évalue tellement les élèves, puis on est tellement tenu de les évaluer, ben ça rejoint quand même justement rythme, mouvement, espace pour vivre ses émotions. Ben si on n'avait pas l'évaluation absolument donnée au bout de la ligne, ben on l'aurait ce temps-là, on l'aurait cet espace-là. Puis même si on tend vers ça, on essaie de faire des changements, c'est tellement difficile à mettre en place. Tu sais, par exemple, où je travaille, on essaie d'instaurer la pondération 0. On est peut-être un tiers de l'école à le faire. Le reste est encore en pondération traditionnelle. Donc, juste de diminuer le nombre d'évaluations, c'est pas toujours bien vu. Donc, c'est vraiment il y a une énorme résistance par rapport à ça. Puis, ça nous freine tellement justement dans la création, dans ce qu'on peut faire, parce qu'au bout de la ligne, il faut telle compétence, telle compétence, telle compétence. C'est sûr que ça serait ma priorité à changer dans notre système, en fait. En tout cas, je remarque que le plaisir, cultiver le plaisir passe par la création des enseignants, je pense. En tout cas, la façon de créer son enseignement, de le penser différemment de ce qui se fait habituellement. Donc, la création semble au cœur de vos pratiques. On a quelques minutes seulement pour le grand public. Si vous avez des questions, j'en aurais une à vous poser, mais je vous laisse aussi réagir sur d'autres éléments si vous le souhaitez. Donc, pour vous, que vous soyez enseignant, parent, inclure des éléments de la recherche dans une pratique enseignante, est-ce que ça vous semble réaliste, pertinent, faisable? Si vous voulez réagir sur d'autres éléments aussi, on va accueillir et on va prendre l'espace et le temps pour le faire. Je peux même vous partager mon micro si jamais vous avez J'allais le faire. Ce besoin. Comment? Ah, il y a des micros au bout. Oui? Je vais y aller. Ce sera une réponse assez brève, mais je pense que si on s'attend à ce que nos élèves soient constamment dans une posture d'apprenant, il faut que nous aussi, en tant qu'enseignants, on soit dans cette même posture-là. Sinon, on ne peut pas exiger d'eux de devenir la meilleure version d'eux-mêmes si on ne se risque pas, nous aussi, à avoir la même posture. C'est d'accord. D'autres réactions? Il y a une question
on avait la possibilité de poser des questions des gens du public. Et il y en a une qui m'apparaît très intéressante. Que ce soit vous, le public, ou bien nos 3 lauréates. Excusez-moi, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit 5. Donc, j'aimerais que chacune d'entre vous me partage 5 erreurs. Donc, c'est peut-être beaucoup, mais des erreurs à éviter donc, c'est visiblement une enseignante. Elle dit, j'aimerais que chacune d'entre vous me partage 5 erreurs à éviter afin de m'aider à m'améliorer dans mes débuts en enseignement au Québec. On va y aller avec une. Ouais. Donc, quelles seraient les erreurs à éviter? Oui, Julie? Moi, je pense qu'il faut être toujours bien organisé, préparé. Je pense juste à des erreurs que j'ai faites au début de ma carrière où je me dis, je vais ouvrir avec un petit court-métrage de l'ONF, mais je ne l'ai pas écouté totalement. Puis là, j'ai pas eu le temps. Puis tu sais, j'arrive vite dans mon cours. Puis là, je suis comme motivée. Puis là, je présente ça, mais finalement, c'est inapproprié pour l'âge. Ça m'est arrivé avec des œuvres d'art aussi où je montre le site web de l'artiste. Puis là, je ne m'attends pas à voir des choses choquantes. Mais bref, être bien organisé, préparé, ça fait toute la différence pour que ton cours se passe bien, pas perdre le contrôle en général de quoi que ce soit. Ça peut créer des sujets chauds, ça peut soulever des passions. Donc vraiment, ça serait mon mot d'ordre. Donc, inspirante, Julie, mais pas parfaite. Voilà. En développement. J'assume. D'autres erreurs, Valérie? D'hésiter à aller chercher de l'aide. Tu sais, souvent, on arrive, puis on se dit, non, mais je suis capable de tout faire, puis moi, ça va bien aller, puis tout ça. Mais il y a tellement de gens bienveillants dans tous les milieux là, qui vont être super contents d'aller aider. Là, fait que de jamais hésiter à demander de l'aide aux collègues de l'équipe très proche, l'équipe matière niveau, ou un peu plus haut dans la direction. Tout ça, il y a toujours des gens qui sont prêts à aider. Donc, de laisser tomber un peu l'ego, là, puis de demander de l'aide, ça va faire naître des belles collaborations. Merci, Maude. Je dirais, puis c'est pas juste pour quand on débute, j'ai l'impression, mais de garder une posture d'humilité puis d'ouverture. Parce qu'on échappe toujours, là, même encore cette semaine. On peut échapper des affaires. Puis qu'il faut être indulgent. Faut savoir que c'est pas une remise en question fondamentale, que c'est des choses qui arrivent, qu'on est dans un processus. Nous aussi, on est toujours dans un processus avec nos élèves. Fait que il faut... je pense que c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est quand on prend conscience de ça. C'est quand on n'est pas fermé, puis justement, on fait preuve d'ouverture et d'indulgence envers soi-même, qu'on est capable de trouver des solutions puis des pistes de développement par la suite. Fait que une posture, je dirais. Et ce que j'ai trouvé intéressant tout à l'heure, on a une autre question qui est arrivée par le formulaire web là, qui était disponible. Et j'ai trouvé intéressant quand je vous ai demandé si vous aviez à changer une seule chose. Aucune d'entre vous n'a mentionné des questions budgétaires ou structurelles ou organisationnelles. C'est pas là-dessus qu'a porté votre intervention, alors qu'on a eu comme question « Les moyens ont diminué depuis quelque temps. Comment pourrions-nous continuer à offrir un enseignement de qualité aux élèves? » Donc, que pensez-vous justement des difficultés du système en ce moment en ce qui concerne le financement? Oui. Moi, je me sens vraiment interpellée par cette question-là parce que dans l'ordre de la culture, du support avec justement la culture à l'école, les artistes à l'école, il y a eu des coupes. En tout cas, ils nous ont fait peur un petit peu, sont revenus en arrière, ils font toujours ça. Là, je ne veux pas partir là-dessus parce que c'est pas ça le sujet, mais bref, tout ça pour dire que moi, je me sens interpellée, puis on ne peut pas être tout seul dans notre petite classe à supporter la culture à l'école. Passeur culturel, ça fait partie des compétences à développer. C'est pas juste parce que j'enseigne les arts, on fait tous partie on a toute cette mission-là. On veut avoir un petit peu plus de culture québécoise dans les cours, mais s'il vous plaît, continuez à supporter cette cause-là qui est importante, là. Voilà, je vais m'arrêter là parce que... Et donc, mais il y a moi... Oui, pas Julie. Valérie? C'est sûr que c'est une question qui va faire enflammer les débats là aussi. Là, fait qu'on ne veut pas trop s'avancer non plus parce que je pense que c'est pas le but de la soirée. Mais moi, j'ai la chance d'être dans un milieu privé. Fait que pour moi, la question se pose beaucoup moins. Mais
se pose aussi dans le sens où pourquoi moi j'ai les ressources dans mon école, puis quand je parle à mes collègues qui travaillent au public, ils doivent faire des miracles avec rien. Tu sais, ça c'est pas normal là. Mais je veux pas aller plus loin. C'est bon, mais moi, ce que je retiens aussi quand même, c'est pas ça qui vous est venu en tête en premier. C'était des considérations autres. Donc, ça peut représenter un obstacle, mais aussi on peut y arriver, même dans les contraintes dans lesquelles on peut être prise par moment. Donc, ça terminerait le panel avec les lauréates. Félicitations, mesdames, encore une fois. Merci. Je laisse donc la parole à Annie Dubois, doyenne. Merci. Merci, chère lauréate. Merci aussi, chers collègues, pour votre partage. C'est super inspirant de vous entendre. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Hein. Bravo. Merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Je vous remercie. Ça met fin déjà à notre événement. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé. Merci aussi aux personnes qui se sont joints à nous en mode virtuel. Puis pour les personnes, les chanceux qui sont dans la salle, je vous invite à rester des nôtres parce qu'il y a des petites bouchées pour poursuivre la soirée. Donc, merci encore et on se dit à l'année prochaine.